Bien. Mais pour commencer, je vous l'ai dit, je vais commencer par des petits rappels que vous aurez sans doute vus si vous avez déjà vu le mini-MOOC sur les enfants. J'aimerais rappeler juste quelques spécificités de notre public. Je vais les rappeler. N'hésitez surtout pas à participer dans le chat parce que, merci d'ailleurs Stéphane. Stéphane est là pour modérer le chat. Il va me retransmettre vos questions à la fin de cette session. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat, à poser vos questions. Bien. Donc, sur les spécificités de notre public, 6 éléments à vraiment ne pas oublier. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a peut-être 6 éléments à ne pas oublier, jamais. C'est que notre public, qu'il soit très jeune enfant ou jeune adolescent, c'est un public qui reste en cours de développement tant cognitif que psychomoteur, que psychoaffectif. Cognitif, tout ce qui a trait à la cognition, à la réflexion, psychomoteur. Quand on parle des plus petits, tout l'apprentissage scripteur, par exemple, l'apprentissage de la motricité fine. Mais quand on parle des plus grands, il y a aussi un développement psychomoteur. Quand on prend 20 cm d'un seul coup, ça change plein de choses du point de vue psychomoteur. Et psychoaffectif, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir parce que c'est assez évident. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà des cours avec des enfants, mais vous savez que c'est aussi un apprentissage et qu'il y a des phases de développement psychoaffectif chez l'enfant et l'adolescent. Bien. Deuxième chose, et c'est toujours en lien, c'est que nos étudiants, qu'ils soient enfants ou adolescents, il va falloir les considérer dans leur globalité. Si nous, adultes, la société s'est arrangée pour nous formater et arriver à nous asseoir sur une chaise pendant plusieurs heures à travailler ou à étudier, ce n'est pas du tout le cas de nos jeunes enfants, par chance. Et ce n'est pas souvent le cas, en tout cas, ils n'aiment pas ça, ce n'est pas souvent le cas des adolescents. De sorte qu'il va falloir vraiment considérer nos apprenants, en particulier à ces âges-là, dans leur globalité et comprendre qu'on ne pourra pas enseigner sans manipulation, enseigner sans action. Et donc, on va essayer de voir justement en ligne comment on s'arrange pour ça. Nos apprenants ont une attention instable. Alors là, je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement une spécificité du jeune public parce que je sais que les adultes, on a aussi une attention instable. Il suffit de voir le nombre de fois où on regarde notre Facebook, notre Instagram sur le smartphone. Mais il est vrai que les enfants ont une attention qui est fugitive. Ils sont rapidement rattrapés par leur monde créatif, par leurs idées, par leurs rêves. Et donc, il faut gérer cette attention qui est fugitive. Ils ont besoin d'un engagement actif. Ça, c'est Piaget qui nous l'a dit il y a quand même pas mal de temps. Ce n'est pas une nouveauté. Mais disons que les enfants, dans la mesure où ils n'ont pas notre bagage cognitif, on va devoir construire les apprentissages avec eux. On ne peut pas leur dire, voilà, ça c'est comme ça, apprends comme s'ils avaient notre cognition, notre façon de penser, notre façon d'apprendre. Donc, on va vraiment devoir manipuler avec eux la langue d'une façon ou d'une autre. On va voir comment. Et ils ont bien entendu un besoin des autres et c'est un vrai bonheur normalement en classe. Les enfants apprennent en collaboration, apprennent dans la négociation. Je vous ai cité Piaget tout à l'heure. Maintenant, on est chez Vygotsky. On apprend dans la négociation, dans le langage, justement. Et donc, il va falloir qu'on trouve des moyens de préserver cette collaboration, de préserver cette négociation, même si on est dans de la visioconférence ou dans l'enseignement à distance. Bien. Et enfin, et je pense que ce n'est pas négligeable, les enfants et les adolescents ne sont pas, généralement, vous allez peut-être me dire, vous allez me dire si c'est le cas de vos enfants, vous allez me dire, mais normalement, ce n'est pas eux qui ont choisi d'apprendre le français. Ce n'est pas comme des adultes qui viennent dans nos cours, dans une alliance française à 35, 40 ans et qui a choisi d'apprendre le français pour telle ou telle raison. Normalement, les enfants, c'est leurs parents qui choisissent pour eux la langue. Donc, ils n'ont pas de motivation interne. Et ça, c'est un vrai défi pour nous. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, je regarde le chat, est-ce que vous pouvez me dire déjà si vous enseignez tous déjà actuellement aux enfants, si vous avez déjà de la pratique avec les enfants et les adolescents? Et deuxième chose, si en général, vous êtes plutôt d'accord avec ces axes, si en effet, ils ont, normalement, c'est leurs parents qui ont choisi pour eux, si vous avez ces caractéristiques-là. Alors, je regarde le chat.
Est-ce que vous savez tous où est le chat? Julia, je t'entends. Est-ce que tu sais où est le chat, Julia? Oui, je viens de le trouver. Ah, c'est Julia. Oui. Pardon. C'est que je vis en Espagne et du coup, c'est l'habitude. J'avais pas, mais en entendant, en effet, oui, c'était. D'accord, super. Alors, voyons voir qui. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, est-ce que vous enseignez aux enfants tous dans ce groupe? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Oui, non? Non, aux adultes, grands débutants, d'accord. Esther, je sais qu'elle enseigne aux enfants, qu'elle est spécialisée là-dedans aussi. Ouais, et est-ce que vous avez cette même tendance quand vous enseignez aux enfants d'un manque de motivation interne? Je suppose que par exemple, Julia, toi quand tu enseignes, alors je suis désolée, je tutoie tout le monde, si ça gêne quelqu'un, il suffit de me le dire, mais c'est que j'ai cette habitude parce que je vis en Espagne. C'est pas un manque de respect, c'est une habitude. Louis, il enseigne aux enfants, Diana aux ados, d'accord? Est-ce que vous avez cette même tendance que c'est pas, enfin, le français n'a pas été un choix pour eux, c'est plutôt un choix de leurs parents? Hein, en général, hein, il y a peut-être des exceptions, mais en général. Alors que Julia, peut-être que dans ton cours à toi, avec des adultes, c'est des adultes qui ont choisi d'étudier le français. Estelle, on a le même problème de motivation justement parce que certains sont obligés d'être là. Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Avec les enfants encore, il est facile de les motiver. Avec les ados, ça devient rapidement compliqué. Hein, c'est ça ce qui est un peu complexe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est un choix de leur part quand il s'agit des adultes. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc, vous voyez, on retrouve ces choses-là et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on va enseigner aux enfants et aux ados. Hein, parce ils ont des motivations. Hein, les ados, on dit toujours, oui, c'est impossible de les motiver. Ils sont raplapla, ils parlent pas, ils communiquent pas. Non, 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 ils communiquent vraiment beaucoup avec dans leur centre d'intérêt, avec leurs amis, dans leur groupe. Ils communiquent énormément. Je ne veux même pas savoir combien de stocks d'unités centrales, Instagram, Facebook, WhatsApp ont pour stocker toutes les conversations entre ados. Hein, ils parlent, le problème c'est qu'on ne sait pas comment les motiver. Bien, je vais continuer, mais n'hésitez pas à utiliser ce chat. Hein. L'idée c'est que ce soit aussi un dialogue, parce que parler toute seule, c'est pas drôle. Bien, donc, face à ces spécificités-là, je l'expliquais avec Hélène dans notre mini-MOOC, c'est qu'on a plusieurs approches qu'on utilise en présentiel habituellement. Déjà, on a une approche plurisensorielle. Vous le savez, quand on est avec des enfants, très régulièrement, on essaie de solliciter leurs sens, hein, les différents sens. On a une approche réflexive, chose que Julia fait aussi avec ses adultes, mais qu'on peut travailler avec les enfants, qu'il est d'ailleurs souhaitable de travailler avec les enfants parce qu'ils adorent jouer les détectives, hein, ils aiment ça. Bien entendu, on a une approche ludique. Je pense que maintenant, de plus en plus de profs enfants le savent. Avant, c'était compliqué parce qu'on avait l'impression qu'on n'était pas des profs sérieux si on jouait en classe. Maintenant, je pense que c'est assumé que le jeu pédagogique, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est une très bonne idée aussi de l'inclure dans nos cours adultes. Moi, je le fais à l'université de Salamanque, hein, dans laquelle j'enseigne. Et ça marche très, très bien. Bien. Une approche aussi qui sollicite, qui prend en compte les talents, les habiletés multiples. Vous savez, il y a plusieurs décennies, on avait eu cette théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Et Howard Gardner nous parlait d'intelligence multiple. Alors maintenant, les cognitivistes ont relativisé la question de l'intelligence multiple, mais on peut tout de même parler de talent, de volonté multiple, de goût. On pourrait presque parler de goût multiple et il faut les prendre en compte. Tous les étudiants n'ont pas envie de faire les mêmes choses et n'ont pas les mêmes appétences. Il faut le prendre en compte. Une approche interculturelle, ça aussi je crois que ça commence à être bien acquis parmi les enseignants. Une approche bien entendu active parce que sinon on s'ennuie en cours.
hein, et ça, j'ai tendance à penser qu'avec les adultes aussi. Et enfin, une approche interdisciplinaire. Pour le coup, l'approche interdisciplinaire, c'est plus récent. Hein, on a travaillé sur les projets de bilinguisme avec ça, mais on a du mal encore, et je le vois hein, dans les alliances françaises, dans les instituts dans lesquels j'interviens, les enseignants ont du mal à faire intervenir d'autres disciplines dans leurs cours de FLE. Et pourtant, c'est extrêmement utile. Aller parler de dinosaures, de je ne sais quoi, enfin peu importe quoi, hein, de trucs de sciences naturelles, etc., en cours de FLE, et vous verrez que ça vous fait des projets hein, dans une approche actionnelle absolument merveilleux. Et c'est vraiment très, très bien. Donc voilà. Mon problème maintenant, et c'est le problème qui nous réunit aujourd'hui, c'est que comment je fais pour faire toutes ces belles choses que j'avais apprises à faire en présentiel, comment je le passe en ligne, hein. C'est ça notre challenge d'aujourd'hui. Déjà, je vais vous donner quelques rappels que j'expliquais hein, dans certains de mes e-cafés pédagogiques qu'on a organisés pendant le confinement. Il y a une question logistique. La question logistique, c'est que, par exemple, il faut privilégier des sessions plus courtes en visioconférence, mais avec moins d'élèves par groupe pour pouvoir justement favoriser l'interaction. Deuxième chose importante, s'assurer que les enfants, parce qu'il s'agit d'enfants, ils sachent utiliser le micro, la caméra et les fonctions basiques de la visioconférence. Si vous êtes avec des jeunes enfants, il est fort probable que dans les premières sessions de visioconférence, vous ayez dû vous appuyer sur les parents. Hein. Je pense à des enfants de 6, de 7 ans. Ils ne savent pas utiliser ça, donc normalement pour la mise en place, l'entourage hein, adulte ou au moins les grands frères, les grandes sœurs ont dû être là pour les aider. Et ensuite, dans votre visioconférence, toujours nommer les enfants par leur nom ou les faire nommer par leurs camarades. Quand je dis les faire nommer par leurs camarades, c'est faire des activités en ronde, parce que si on est en visioconférence et qu'on se voit comme ça face à la caméra, moi, quand je suis en classe et que je veux faire parler un enfant, je n'ai absolument pas besoin de dire quoi que ce soit. Je le regarde et il a compris que c'était pour lui. Dans la visioconférence, il n'y a pas du tout ce contact, ce jeu avec le corps, avec le regard, avec le visage. Autant vous dire qu'avec le visage masqué, n'en parlons même pas. Mais il va falloir, à un moment donné, trouver des moyens de les solliciter. Et une des premières choses à faire, c'est les nommer constamment ou mieux, faire des activités en ronde dans la visioconférence pour les faire nommer. Quatrième chose, être encore plus clair que d'habitude. Encore plus clair que d'habitude, donner des consignes extrêmement claires. Moi, je ne suis pas une puriste sur l'utilisation du français. Je pense qu'avec les enfants, ça peut ne pas être une mauvaise idée de passer par la langue maternelle pour m'assurer qu'ils ont compris et surtout pour les rassurer. Je vous disais qu'ils étaient en cours de développement psycho-affectif. La gestion de la frustration, la gestion de la peur ne sont pas les mêmes chez un enfant que chez un ado et un adulte. Et concrètement, si un adulte ne comprend pas, on peut éventuellement, on a des ressources pour gérer émotionnellement la chose. Un enfant va vite se frustrer et va vite abandonner. Hein, et là, on est dans un échec de notre apprentissage. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à clarifier, voire à traduire la consigne si c'est nécessaire. Bien, et bien entendu, dans la mesure où on passe par la visioconférence, ce que je vais vous montrer hein, dans mes idées, c'est qu'on peut utiliser les avantages de nos nouveaux outils, les avantages du partage d'écran, les avantages des jeux interactifs. Il y a plein de choses à faire, il faut en profiter, des choses qu'on ne fait pas en classe normalement. Et quand on est avec des enfants en particulier, et plus l'âge augmente, plus on peut se permettre de rallonger les activités, mais il faut privilégier des activités très très courtes. Quand je parle de très très courtes avec des enfants, c'est que moi, dans ma classe, je ne fais jamais d'activité qui dure plus de 10 minutes. Hein, plus de 10 minutes, ils abandonnent. Enfin, vous allez perdre leur attention. Et donc, un rythme extrêmement élevé et en plus, varier la typologie des activités, qu'il y ait des choses très différentes à chaque fois, hein, dans des rythmes très courts. Et enfin, je vous le disais, dans la mesure où les enfants apprennent en collaboration, apprennent en négociation, il est primordial de tenter, malgré la visioconférence, de favoriser les interactions entre les apprenants, même pendant la session. D'accord? Donc ça, c'est pour les petits rappels. Je sais que c'est des choses que vous savez sans doute. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez tous donné des cours en visioconférence, ados ou enfants déjà,
ou si vous allez vous y mettre. Comment ça se passe? Julia, tu donnes des cours à tes adultes en visioconférence déjà? Je vois le oui, tu n'as même pas besoin de le mettre dans le chat. Esther, oui, tout le monde, oui. Bien, alors maintenant, je vais vous donner quelques idées, mais c'est tout à fait ouvert aux questions, enrichissement, et si vous voulez qu'on aille plus loin sur un point ou un autre, eh ben, je suis là pour ça. Bien, je vais reprendre les approches dont je vous ai parlé tout à l'heure et on va parler un petit peu de comment faire pour le faire soit en présentiel, soit en visioconférence. Et avec Zigzag, par exemple, que vous connaissez, il y a un vrai travail sur le plurisensoriel et sur le mouvement, sur l'activité. Hein, et on peut le faire même en visioconférence. Certaines activités déjà qui sont dans le livre, on peut les reproduire assez fidèlement sans avoir besoin d'adaptation. Par exemple, alors là, vous voyez sur l'image, vous avez des gestes avec les bras, où vous avez où on sollicite la vue, où on regarde les jeux de cette différence, où on peut faire des mimes. Alors, c'est dommage, j'ai les cheveux attachés, mais on peut faire des mimes, on peut faire des sons, on peut faire des onomatopées, je peux faire « i-an », il n'y a pas de problème, tout le monde m'entend. Ça, c'est totalement adaptable directement à la visioconférence, donc il faut en profiter, on ne s'embête pas là-dessus. Bien, mais il y a des choses, c'est vrai, qui vont nous poser problème. Déjà, avant de parler des problèmes, parlons plutôt des avantages. Quand on est dans un environnement familier, on peut trouver des choses qu'on n'aurait pas pu faire en classe. Par exemple, profiter du contexte familier pour faire d'autres jeux, des projets qui sont trop longs en classe à faire ou ils n'ont pas le matériel en classe pour le faire. D'un seul coup, on peut leur faire faire une recette de cuisine, par exemple. Ils peuvent ils peuvent faire de la gym ou des choses comme ça. On peut, par exemple, quand on travaille les couleurs ou quand on travaille les formes, etc., on peut leur faire un défi. Alors, attention, top départ, dans 30 secondes, je veux le plus gros objet jaune que vous ayez vu, que vous avez chez vous. D'accord? Et alors là, ils vont s'activer, etc. et essayer de trouver en moins de temps possible quelque chose. C'est un défi et on n'aurait pas pu le faire aussi bien en classe parce que finalement, oui, on fait toujours ce jeu de montrez-moi quelque chose de vert et montrez-moi un sac bleu, etc., etc. Mais disons que c'est un environnement que tout le monde connaît, qui est commun. Le fait qu'il y ait l'effet de surprise, montrez-moi le plus gros objet vert que vous avez chez vous. D'un seul coup, il y a un effet de surprise, ça peut faire des blagues, il y a quelque chose de motivant. Donc, on peut profiter de ça. Même chose, tous les jeux sensoriels avec le goût. Quand on parle de plurisensoriel, très souvent, on envisage l'ouïe, on envisage la vue, éventuellement l'odorat, si on fait des lotos des odeurs, par exemple. Mais on a le toucher, on peut aussi, avec les livres à toucher, les matières, les kims, les jeux de kims où on ferme les yeux. Mais sur le goût, on a régulièrement des soucis. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, quand j'interviens en classe, en école primaire en Espagne, là où je vis, le goût, c'est compliqué dans la mesure où il y a des allergies, où il faut faire très attention du point de vue sanitaire parce que ça peut être grave, vous comprenez? Et donc, d'un seul coup, dans la mesure où mes élèves sont à la maison, d'un seul coup, je peux préparer des choses intéressantes. Imaginons que je parle, par exemple, dans Zigzag 1, il y a une unité, c'est au marché. Et on va parler de fruits, de légumes, de choses comme ça. Pourquoi ne pas préparer entre deux cours, ne pas demander aux parents, est-ce qu'il serait possible de faire une petite assiette à votre enfant pour le cours de la semaine prochaine avec quelque chose de salé, quelque chose de sucré, quelque chose d'acide. Je ne parle pas d'un truc compliqué, un bout de citron, un bout de chocolat et une cacahuète salée. On est sur du simple, bien sûr. On ne va pas demander aux parents de se compliquer la vie. Mais d'un seul coup, on peut profiter de choses qu'on n'aurait pas pu faire en classe pour des questions diverses. Ici, pour les questions des allergies et les questions sanitaires. Bien, est-ce que vous avez, pendant le confinement, profité de ce nouveau contexte des apprenants pour adapter vos activités? Comment vous avez fait? Est-ce que vous pouvez partager dans le chat si vous avez trouvé des choses comme ça pour profiter des projets? Je pense aux adultes et aux ados. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, non? Alors, il faut que je vois les participants parce que je vois Julia, Diana, Louis, Esther, Kenya. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant le confinement? Est-ce que vous avez profité du contexte pour
justement faire des choses que vous ne pouviez pas faire en classe? Oui, non? Je continue, on n'en parle pas? J'ai demandé à mes élèves d'écouter de la musique française. Oui, donc tu avais plus de temps en fait pour… en classe, tu peux leur montrer une chanson, éventuellement deux. Tes collègues te détestent pour faire ça parce qu'il y en a dans toutes les salles et du coup, ça m'arrive, hein, je le sais. Je le sais, ça m'arrive aussi. D'accord? Et d'un seul coup, là, on peut leur envoyer une playlist entière ou on peut leur demander de créer leur playlist de classe. Et il y a le temps, il y a les capacités techniques, etc. En effet, hein, ça c'est un exemple parfait de choses qu'on n'aurait pas pu faire aussi bien en présentiel pour des raisons techniques. Hein, et des raisons où on cherche quand même à ce que nos collègues continuent de nous apprécier. Et avec la musique, ils ne sont pas toujours fans. Bien, donc voilà. Vous le voyez hein, dans Zigzag, par exemple, hein, ce manuel hein, qui est vraiment fait enfant de 7, 9, 10 ans, hein, 6 même, on pourrait aller de 6 à 9 ans, 9, 10 ans. Mais quand on parle du goût, par exemple, Hélène Ventier, hein, qui est l'auteur de Zigzag, a réussi à parler du goût, hein, à simuler le goût, même si on ne peut pas le faire en classe. Nous, là, on peut le faire. Même chose avec les dessins dans l'espace. On peut tout à fait, devant notre caméra, essayer de faire deviner un objet. D'accord? Et je peux faire des choses très intéressantes avec le mime comme ça, hein, un petit peu comme Madame Bouba fait. Esther faisait du yoga, mais tu sais, Esther, que moi, je le fais en classe, en présentiel aussi. Début de classe, fin de classe, méditation. On en a besoin, tant les élèves que les profs. Hein, la méditation, oui, tu fais ça aussi. Oui, oui, c'est quelque chose qui est très, très bien à travailler. En effet, on peut aussi le faire devant notre caméra et ça a vraiment des bénéfices. Vous connaissez le yoga de la grenouille, le livre de la grenouille? Avec les élèves, c'est génial. Ils apprécient beaucoup plus. Oui, ça ne m'étonne pas. Une question sur les possibles activités d'approche sensorielle en dehors de la classe. Oui, tu connais les grenouilles. Les possibilités d'approche sensorielle, en fait, toutes ces activités que je te montre ici, Julia, tu peux tout à fait les faire en visioconférence. Quand tu veux solliciter la vue, je prends un truc facile, un jeu de 7 différences, tu utilises le partage d'écran et c'est réglé. D'accord? L'ouïe, bien entendu, on fait des compréhensions orales, etc. D'accord? L'odorat et le goût, il va falloir solliciter les parents. Il va falloir solliciter les parents, sauf si on parle du souvenir. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui était sucré? Quelqu'un me fait une liste, la plus grande liste de choses sucrées que vous connaissez, par exemple. Et là, on sollicite le plurisensoriel, ne serait-ce que métaphoriquement. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible. Julia, dis-moi, si tu veux ouvrir ton micro, tu peux. Pose la question directement. Merci. On n'est pas le pour toutes ces informations. Ces idées m'ont donné des idées d'activités pour mes élèves adultes. Mais ouais, quand je disais en dehors de la classe, je parlais de la maison. Là, par exemple, avec le congé morassanique, on a passé 15 jours sans se voir. Et je pensais que peut-être leur demander de mettre des étiquettes sur des objets chez eux, par exemple bureau, sur leur bureau, lit, sur le lit. Ou alors demander dire bonjour, merci, utiliser moi j'ai des grands débutants, hein, des mots français comme ça tous les jours et demander aux membres de leur famille de leur répondre pareillement, bonjour, merci, bonsoir, bonne nuit. Est-ce que ça pourrait faire partie d'une certaine routine ou alors de petits défis à mettre en place en dehors de la classe et en dehors de la visioconférence à la maison pour l'apprentissage de mes grands apprenants? Mettre son téléphone en français aussi, par exemple. Oui, alors il y a des routines comme ça qui sont très bien. Je pense qu'en fait, ce qui change un petit peu entre les adultes et les enfants et les ados, c'est que les adultes, c'est eux qui vont devoir solliciter leur entourage. En tant que prof, toi, tu ne peux pas aller voir les copains d'un tel ou de tes élèves pour leur dire « Est-ce que tu ferais bien l'effort de parler quand même, de dire quand même les routines en français, etc. » Non. En revanche, c'est vrai qu'avec les enfants, il y a une vraie relation avec les familles. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on a le plus dites hein, pendant le confinement, quand on était à Clé Formation, qu'on essayait d'accompagner les professeurs dans la continuité pédagogique. On disait il est primordial de maintenir un canal de communication privilégié avec les entourages, les familles,
pour justement leur proposer ce type d'activité. Ce que tu dis, alors toi, le téléphone en français, par exemple, c'est typique des adultes. On fait beaucoup ça. Moi, je le fais à la fac aussi avec mes étudiants, mais avec les familles. Et en effet, leur dire, voilà, cette semaine, c'est la semaine des salutations, c'est la semaine du bonjour, bonne nuit, au revoir, tout le temps en français dans toute la famille. Et ça, on peut le faire. Moi, je le faisais aussi en présentiel d'ailleurs, mais ça, il faut un canal privilégié quand il s'agit d'enfants parce que ça ne dépend pas de l'enfant. Quand ils grandissent, on peut les faire, les motiver à motiver leur famille, etc. Mais quand ils sont petits, il vaut mieux communiquer aux parents et avoir ce double lien en fait, hein, avec l'enfant et avec la famille, parce qu'ils ne sont pas encore assez autonomes. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible, en effet, ouais, tout à fait. Bien, je vais vous montrer aussi que dans ces approches actives, dans ces approches plurisensorielles, on a plein de possibilités rigolotes. Alors, j'ai 2 vidéos ici, c'est 2 vidéos en anglais, mais c'est pour que vous compreniez qu'il y a plein de choses à faire. Une des questions qui m'a été le plus demandée pendant le confinement, pendant ce temps, oui, tu peux reprendre le contrôle parce que ça, c'est toi qui vas le passer. Une des choses qui m'a été le plus demandée, oui, pendant le confinement, c'est comment je fais pour m'assurer que mes élèves allument leur caméra. Bien, comment je fais pour que mes élèves allument leur caméra? Yeah, I got you, bro. Appreciate it, my guy. Who's unmuted? You know you're not supposed to do that. Hey, what's going on? How are y'all doing that? Ok, alors attends 2 secondes, Rui, 2 petites secondes avant de mettre la deuxième. Ça, c'est une activité qui s'appelle, ça c'est un défi hein, que les élèves ont fait, je pense, pour embêter leurs profs. Mais que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en gros, l'idée, c'est de les solliciter pour qu'ils utilisent leur écran justement sur la visioconférence pour faire des choses rigolotes. Ça s'est fait beaucoup sur des chorégraphies. D'accord? Alors, des chorégraphies, ça peut être très bien. Les ados adorent parce que je les vois sur TikTok, ils font des choses impressionnantes. Mais ça peut être des choses très simples avec les plus jeunes, de se passer un stylo, par exemple. D'accord? Et d'être tous sur l'écran. Et pour jouer, il va falloir allumer la caméra. Il va falloir être motivé. Et donc, on se passe un stylo, etc. Ce défi qui s'appelle Pass the Pen, il a été aussi réalisé, on peut l'utiliser aussi pendant des projets où on va se présenter, où on va essayer. Oui, en effet, Esther, c'est plus avec les ados. En fait, les enfants adorent faire ce défi. Je l'ai fait moi en visioconférence avec les enfants. C'était très, très, très drôle. On a beaucoup rigolé. Mais avec les ados, ça peut nous permettre, par exemple, de faire une sorte de portfolio linguistique en vidéo dans le bloc de classe. Rui, est-ce que tu peux mettre la deuxième vidéo pour que vous voyez ce que ça donne aussi? C'est le même défi Pass the Pen, mais sans l'écran. Jenny Meeker, and I'm an Ignite Education Innovation student, and I plan to major in elementary education at Pittsburgh State University. Hi, I'm Melanie Burchett, and I'm currently an Ignite Education Innovation Year 1 student. Next year, I have the opportunity to be Ignite Education Innovation Year 2 student. And after that, I'd like to go to college to pursue a career in early elementary school education. Hi, I'm Craig Goslin, and I'm going to be majoring in school. Bon, je pense que vous avez compris, je vais reprendre l'écran. Mais l'idée du défi Pass the Pen, c'est vraiment que peu importe, si vous voulez utiliser l'écran, vous pouvez le faire. Et avec les petits, c'est une merveille, c'est très, très drôle. Alors naturellement, au lieu du stylo, on va utiliser un truc qu'ils ont tous, un ballon, peu importe. Hein. Mais c'est à mourir de rire. Mais avec les grands, on peut faire vraiment des choses très, très sympas de ce type-là, hein, de faire un montage pour avoir un projet assez complexe où on pourrait dire, voilà, moi, je me présente ou moi, je dis quels sont mes projets, etc. Et on reprend petit à petit. Je vais reprendre ma diapositive, excusez-moi. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, donc n'hésitez pas à faire ce genre de choses, ce genre d'activité. Bien, continuons, si Teams veut bien. Voilà.
Donc, on a parlé de l'activité, on a parlé des approches plurisensorielles, même en ligne. Parlons un petit peu des habilités, des talents multiples. Vous le savez, c'est absolument indispensable pour s'assurer que tous nos apprenants se sentent même intégrés. Alors, je vous rappelle un petit peu les intelligences de Gardner. On parle de plusieurs décennies, ça fait plusieurs décennies, mais on s'en sert toujours. On parlait de la spatiale, de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel, de la kinesthésique, de la naturaliste, de la verbale linguistique, de la mathématique logique, de la musicale, de la rythmique. Bien, vous le savez, je suis sûre que vous avez tous vu ça dans vos cours. Certains de vos étudiants vont être, sans parler des 8 intelligences de Gardner, mais vont être peut-être plus créatifs, un peu plus extravagants. D'autres sont hyper carrés et vous font… ils doivent être tellement forts en maths, ceux-là. Des choses comme ça. On voit que nos étudiants ont des appétences particulières. Et il y en a certains qui sont passionnés par les oiseaux. D'autres qui, au contraire, n'en ont rien à faire des questions de sciences naturelles. Et prendre en compte ce type d'informations, c'est nécessaire pour modifier notre façon de travailler, pour adapter notre façon de travailler. Même chose, on va devoir prendre en compte le fait que certains de nos élèves préfèrent travailler seuls, rare chez les plus petits, c'est très rare, et d'autres préfèrent par 2 ou par groupe. Si vous vous rendez compte, chez les adultes, il est plus courant de voir des adultes qui préfèrent travailler seuls. Chez les enfants, ça m'arrive presque jamais. Ça m'arrive presque jamais des enfants qui veulent travailler seuls. Donc, comment on peut faire? Bien, je vous montre encore un exemple issu de Zigzag. Excusez-moi, il faut que je boive de temps en temps parce que ma voix avec le masque en cours, c'est terrible. C'est compliqué en ce moment avec la voix. Bien, donc comment je peux faire pour réussir à solliciter ces habilités multiples, même si je suis en visioconférence? Bien. Vous pouvez créer des types de jeux qui sont plus logico-mathématiques, hein, tout ce qui est sudoku, bingo. Vous en avez un ici, hein, là je vous avais un sudoku des fruits et légumes. Vous pourriez très très bien le faire avec des ados ou des adultes au lieu de faire des fruits et légumes. Mettre avec des ados, je ne sais pas moi, imaginer leur star préférée, leur footballeur préféré. Avec des adultes, mettre des trucs rigolos, je sais pas. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos cours, vous parlez politique ou pas, mais on pourrait tout à fait mettre des personnages politiques, des acteurs, des choses comme ça. Et ça passe très bien. Hein. Là, je vous montre une activité enfant qui est tirée directement de Zigzag. Mais l'idée même, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi, je fais les miens avec Learning Apps. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très, très pratique pour faire absolument tout. Mais sachez qu'il y a peu de temps, j'ai vu une autre plateforme de jeux comme ça qui est pas mal, qui s'appelle Educandy. Alors, Educandy est moins varié que Learning Apps, mais par contre, au niveau du graphique, ça vous donne des belles choses. Donc voilà, sachez que vous pouvez puiser là-dedans et faire des choses justement plus mathématiques ou travailler un petit peu le jeu en collaboration. Comment faire pour travailler le jeu en collaboration, par exemple, en visioconférence? Bien, vous savez que, je ne sais pas si, Esther, est-ce que tu pourrais me dire si vous utilisez tous le même programme de visioconférence et si oui, c'était Zoom ce que vous utilisiez? Je crois que tu m'avais dit que c'était Zoom, c'est ça? Oui, Zoom. D'accord, sur Zoom, par exemple, vous pouvez très bien faire votre jeu et toucher l'écran les uns et les autres. Donc, vous pouvez faire le jeu en collaboration, même si vous êtes à distance, comme si vous aviez plusieurs élèves autour d'un tableau, en fait. On peut créer ces choses-là. Ça dépend un petit peu du programme de visioconférence, c'est pour ça que je demandais. Bien, vous avez aussi des outils comme Classroom Screen. Je ne sais pas si vous connaissez Classroom Screen. Si vous cliquez, hein, vous tapez sur Google Classroom Screen, vous allez avoir une sorte d'interface où vous pouvez avoir, comment dire, ce serait la salle de classe. Ce serait votre salle de classe. Donc, quand vous entrez, vous êtes sur Classroom Screen où vous allez avoir des dés, vous allez avoir les noms des étudiants, vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez, vous pouvez faire plein de choses comme ça, vous pouvez changer la langue, vous pouvez avoir des chronomètres, des choses comme ça, pour animer un petit peu votre classe visuellement.
Et avec les enfants, ça marche très, très, très bien. Ils peuvent lever le doigt, ils peuvent faire plein de choses. Et là aussi, ils peuvent activer eux-mêmes l'écran. Donc, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à fouiller Classroom Screen, vous trouverez des choses intéressantes. Bien. Au-delà de ça, on est toujours dans les habilités multiples. Je reviendrai sur d'autres choses des habilités multiples quand je parlerai d'interdisciplinarité. C'est pour ça que je saute un petit peu des éléments. Bien entendu, je n'imagine pas un cours enfant sans musique. C'est quelque chose que, alors déjà, j'ai du mal avec un cours adulte à l'imaginer sans musique, mais alors un cours enfant, ça me paraît surréaliste de ne pas pouvoir travailler en musique avec eux. Quel est le problème? Avec la visioconférence, on ne peut pas faire de chant choral. C'est très compliqué parce qu'il y a des décalages entre les différentes voix, les mauvaises connexions, etc. C'est hyper compliqué. Que faire donc? Eh bien, moi, ce que j'ai trouvé avec mes élèves, c'est que, par exemple, dans Zigzag, hein, vous savez qu'il y a plusieurs chansons dans chaque unité. Et la plupart des chansons, en fait, peuvent être travaillées en ronde, en mode de ronde. Et au lieu de la faire en mélodique, on peut tout à fait la rapper. C'est-à-dire que si on rappe quelque chose, si on insiste sur la syllabisation, sur le rythmique, le prosodique plus que sur la mélodie vraiment, on va pouvoir le faire et leur faire faire individuellement en ronde. Quand on est ensemble en classe, on peut les faire chanter. Ils adorent ça. Normalement, il y a quelques exceptions, mais normalement, ils adorent ça. Mais par contre, si on les fait chanter tout seuls, ils ont un petit peu honte. C'est pour ça qu'on ne peut pas, enfin, c'est très difficile de les faire chanter tout seuls devant leur caméra, parce qu'ils vont pas être tout à fait fans, d'accord? Donc, il faut trouver une alternative à ça. Ce que j'ai trouvé, moi, en cours, c'est qu'au lieu de les faire chanter, je leur fais syllabiser, nous avons tous un front, etc. Après, on le chante, on trouve des rythmes différents, on le rappe. Mais comme ça, ils ont moins honte. Ils ont beaucoup moins honte parce que dès qu'intervient la voix, la mélodie, tout seul, c'est compliqué. Et deuxième chose importante, le faire en ronde. C'est-à-dire que si moi, je chante une chanson, si je rappe une strophe, à la fin, je peux donner le nom de mon camarade et il va continuer la strophe suivante. Vous voyez ici, nous avons tous un front, 2 yeux, un nez, un menton. Donne-moi ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle Félix. Tu t'appelles Lila, elle s'appelle Lila. D'accord? Donc, l'idée, c'est que je m'appelle Félix, tu t'appelles Lila et tout le monde ensemble, elle s'appelle Lila. Bien, si moi, maître d'école, je suis Félix, on va dire, je donne un premier nom, celui de n'importe qui dans la classe. Cette personne-là va chanter la suivante et elle va donner elle-même le nom du suivant. Ça a un double intérêt. L'intérêt, c'est que d'un seul coup, il y a une collaboration entre pairs. Ce n'est pas seulement ce lien qui est un petit peu désagréable, maître, enfant, enfant, maître, maître, enfant, et jamais enfant, enfant. D'accord? Ou ado, ado. Et ça, c'est très important de récupérer cette relation entre pairs. Et donc ça vous permet de le faire. Et en plus, avec les pré-ados et les ados, je raconte toujours cette anecdote, mais c'est vrai, c'est pas un mensonge. Moi, j'avais un qui était toujours à rechigner à faire la moindre activité. C'est une horreur. Il avait, à cette époque-là, il devait avoir 10 ans, 10 ou 11 ans, un pré-ado, en plein dedans, un pré-ado en plein dedans. Impossible de lui faire faire quoi que ce soit, jusqu'à ce que je comprenne, j'ai mis du temps, mais j'ai compris, que si Daniela, de sa classe, lui demandait de faire exactement ce que j'avais demandé avant, mais qu'il ne voulait pas, d'un seul coup, il était OK, et il faisait tout avec la meilleure volonté du monde. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, les relations entre pairs, non seulement c'était positif du point de vue de la négociation, etc., mais en plus, ça faisait bouger les plus réticents parce qu'ils ne trouvaient pas ça cool. Ils commençaient, comme en étudiant, en préadolescent, ils commençaient à avoir ce côté social, tribu, etc. Mais dès que Diego entendait Daniela lui demander de faire quoi que ce soit, Diego le faisait sans aucun problème. Voilà, donc ça, c'est l'activité en ronde, ça marche très, très, très bien. Et il faut le faire. Et vous pouvez le faire, là, je parle d'une chanson, mais vous pouvez le faire avec absolument tout. Imaginons que vous êtes avec vos étudiants dans une scène où vous voulez faire du mime. On va mimer une activité, un métier ou un sport devant la caméra, etc. Autant vous dire qu'ils vont avoir un sens du ridicule. On peut faire ce qu'on veut avec les enfants, ce qu'on veut avec les grands-parents.
Mais avec les adolescents, c'est très, très compliqué au niveau de la honte, du sens du ridicule. Si vous vous arrangez pour que vous faites des équipes, on doit mimer par équipe, hein, et que celui qui dit la réponse gagne un point, mais s'engage à poursuivre le jeu, d'un seul coup, c'est une façon ronde et ça marche plus. C'est plus motivant pour vos étudiants. Bien. Il y a aussi l'approche réflexive. Je vous parlais de l'approche réflexive. Alors, on va peut-être, enfin, je vais essayer de partager la vidéo, mais c'est pas grave. Rui ne la présente pas, enfin, ne la partage pas parce que c'est vraiment très court. Je peux l'expliquer très facilement. L'approche réflexive, dans Zigzag, c'est très travaillé. Tous les contenus linguistiques sont sujets à une déduction, une co-construction de la part des enfants. On ne peut pas, à des enfants, on ne peut pas leur dire, voilà, alors l'article indéfini masculin, c'est un, l'article indéfini féminin, c'est une, apprends ça et demain, tu le réutilises. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne marchera pas. Donc, il va y avoir d'autres façons. Hélène Ventier travaille très bien ce type d'éléments. Et alors, elle fait, alors on va mettre dans une boîte cela, et pourquoi ils sont dans cette boîte-là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Elle travaille très, très bien ça. Elle ne donne pas la règle toute faite, elle fait manipuler la langue, et en gros, ce qu'elle fait, c'est que ses enfants soient un peu détectives de la langue. Bien, vous pouvez faire ça avec beaucoup d'exercices. Je vais vous donner un exemple que vous avez avec Lila ici. L'exercice, par exemple, de manipulation de la langue, l'exercice qu'on utilise beaucoup au théâtre, où on leur dit, alors, vous mettez un stylo dans votre bouche et vous allez tenter de dire quelque chose. D'accord? Et ça nous permet, si on fait ça, ça nous permet d'un seul coup de nous rendre compte, tant enfants qu'adolescents, mais ça marche très, très bien avec les adultes aussi, que de toute la question articulatoire en phonétique. Donc, on peut travailler des points concrets de phonétique pour voir si la langue avance, si la langue se retire, etc. De la même façon que moi, je suis en phonétique, je travaille beaucoup plus le verbotonal, j'aime beaucoup travailler la prosodie, travailler avec des gestes, avec de la chorégraphie, mais si vous utilisez l'articulatoire, la conscience de l'articulation, de la phonétique, ça peut être très pratique ce type d'exercice, donc n'hésitez pas, et ça, vous pouvez le faire totalement devant votre écran, ce n'est pas un problème. En plus, vous allez avoir des jeux plus complexes que vous pouvez travailler tant avec les enfants qu'avec les préadolescents, qu'avec les adolescents. Vous connaissez sans doute cette page qui s'appelle Geniali. Ouais, vous la connaissez? Bon, c'est génial. Sincèrement, ça porte très, très bien son nom. Et vous allez pouvoir utiliser avec les flashcards, avec les contenus que vous avez dans vos méthodes, que ce soit Zigzag, que ce soit Merci, peu importe, mais vous utilisez vos contenus et vous les passez directement à ce type de plateforme et vous créez des jeux absolument impressionnants. Enfin, les enfants et les ados ne vont pas en revenir. Ça change tellement de leur truc habituel qu'on peut faire des choses absolument merveilleuses. En ce moment, je suis en train de travailler, par exemple, si vous travaillez avec des ados, vous connaissez peut-être un jeu qui s'appelle Among Us. Ça vous dit quelque chose? Among Us. Je ne sais pas si ça vous dit que oui. Bien, c'est un truc qu'ils adorent. C'est une sorte de loup-garou. Le truc, c'est pas du tout original. C'est une sorte de loup-garou avec des petits personnages hyper simplifiés. Et je suis en train de travailler un paysage d'apprentissage là-dessus, où on peut justement travailler n'importe quel concept. Je vous assure, même le plus ennuyeux du monde. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Un truc comme ça, de taxonomie très basse. Ou des compétences un peu plus compliquées. On peut vraiment tout faire et vous allez pouvoir le faire sur Geniali, travailler avec ce truc qu'ils adorent, Among Us, et dire, alors qu'est-ce que c'est l'intrus? Chercher l'intrus dans une série de verbes, dans une conjugaison, dans n'importe quoi, et on peut complexifier avec des tâches, parce qu'ils ont des missions, les personnages ont des missions pour trouver l'imposteur, etc. Tout ça, ça marche mais alors très très bien. Je suis en train de le créer, donc je ne peux pas vous le montrer pour le moment, mais si je le finis, je pourrais vous le partager sans aucun problème. Mais c'est rigolo. Je partage ce genre de choses régulièrement. Et normalement, ça plaît aux élèves. Continuons. Approche interculturelle. Bon, je pense que je ne mens pas si je vous dis qu'il est impératif, comme je vous le disais, de créer une motivation interne chez nos apprenants. Nos apprenants n'ont pas choisi d'apprendre le français.
C'est pas comme les élèves adultes de Julia. Donc, il faut trouver une façon de les motiver. Et dans les façons de les motiver, toutes les parties dans le zigzag, c'est le blog de Félix, je découvre avec Félix. Dans Merci, vous avez les pages de civilisation. Toutes ces parties-là vont nous permettre, les pages de projet aussi, vont nous permettre de créer des recherches documentaires, des explorations. Moi, avec les enfants, j'appelle ça « Soyons aventuriers et explorons l'information ». Et alors, en gros, de mettre leur chapeau d'Indiana Jones, sincèrement, j'en ai un en classe pour le mettre. Enfin, il faut dramatiser les choses, il faut dramatiser. Mais de faire des recherches documentaires parce que parfois, on ne sait pas trop où et comment ça tombe, mais on tombe sur un sujet qui passionne un de nos élèves qui n'était pas du tout passionné auparavant. D'accord? Et ça peut se faire grâce à l'interculturel. L'interculturel, Rui qui nous écoute aujourd'hui, qui est vraiment aussi passionné d'interculturel, le sait, ce n'est pas parler nécessairement des stéréotypes habituels, la tour Eiffel, je ne sais pas, les crêpes, etc. Enfin, continuons à parler de crêpes parce que c'est un très très bon prétexte pour en manger. Mais disons que le Rui sourit, mais c'est très stéréotypé, très cliché. Dans l'interculturel, on peut faire des choses absolument merveilleuses, même avec les enfants. Et ça, Hélène Ventier l'a très très bien montré dans Zigzag. Et moi, je trouve fabuleuse sa façon de travailler. Parce que, par exemple, là, dans Je découvre avec Félix, dans la diapositive que vous voyez ici, vous avez les différents jeux qu'on peut utiliser dans la francophonie. Par exemple, les différents jeux que certains enfants utilisent. Donc, on se met au niveau des enfants, déjà, hein, par principe. Et ensuite, on va éviter les choses les plus stéréotypées de la francophonie. Et là, on travaille les jeux et on peut justement dire « Et toi, c'est quoi ton jeu préféré ? Et c'est quoi le jeu de Carla Mérico? Est-ce qu'on peut aller voir ce que c'est? Quelqu'un va se renseigner? Ça peut aussi permettre, si nos élèves ont des langues d'héritage, si nos élèves ont des parents ou des grands-parents ou des oncles ou des tantes ou des entourages qui ne viennent pas de la culture majoritaire dans votre classe, ça peut vous permettre justement de valoriser ce type de culture d'héritage et de langue d'héritage. Hein, toute cette pratique interculturelle me semble absolument nécessaire et tout ça partagé dans un mur collaboratif avec vos jeunes ados aussi. Hein. Sur Merci, vous pouvez tout à fait utiliser un Padlet et travailler, montrer vos découvertes, etc. Ça peut être très, très intéressant. Donc, je vous conseille de tester ça aussi. L'approche interdisciplinaire, pour les mêmes raisons, ça va nous intéresser parce que ça va nous permettre d'intégrer différentes disciplines, donc différentes possibles passions de nos apprenants à notre cours de FLE. Il ne faut pas avoir peur de changer de sujet, en fait. Moi, avec mes élèves, l'année dernière, j'avais fait quelque chose qui avait beaucoup plu. C'était à la fois interculturel, à la fois interdisciplinaire. Enfin, c'était un truc intéressant. C'était une réflexion sur Noël. C'était en décembre. Et donc, on n'était pas encore confinés. Je vous avoue que là, je l'ai fait en présentiel, mais je vais vous en parler. Peut-être que ça vous donnera des idées. Donc, je suis en Espagne. Moi, je vis à Salamanque. Et j'étais avec des élèves de 8 ans. Ils avaient 8 ans. Et on a travaillé sur la façon dont on fête Noël. Et on a réfléchi, mais alors pourquoi le Père Noël, il est habillé en hiver? Est-ce que c'est l'hiver pour tout le monde quand c'est Noël, etc. On a commencé cette réflexion-là. On a fini par faire le système solaire dans la classe, une personne, une planète. On avait aussi tous les satellites de Jupiter et le Soleil, c'était un étudiant, un élève. Et on a essayé de faire comprendre que la Terre qui était inclinée, etc. Enfin, on a une vraie réflexion qui était du domaine des sciences naturelles, hein, ou au moins de ce qu'ils appellent en espagnol conocimiento del medio. C'est la matière qu'on appelle conocimiento del medio en Espagne. Mais on a aussi eu cette réflexion, mais alors pourquoi si plus de la moitié des gens dans le monde, ils n'ont pas d'hiver quand c'est Noël, pourquoi le Père Noël il est habillé en hiver, etc. Donc on avait des vraies réflexions très intéressantes, ça les a passionnés et ça peut nous permettre de travailler Noël différemment du simple boule de Noël, guirlande, Père Noël, etc. On peut faire des choses très très intéressantes avec les enfants et avec les ados là-dessus. Même chose, là vous voyez dans Je découvre avec Félix, hein, donc vous voyez de la géographie, mais vous voyez aussi
les empreintes, hein, où vous allez avoir les empreintes des différents animaux et puis les empreintes de la petite Lila, qui est un des personnages de notre méthode. Donc, vous avez plein de solutions là-dessus à travailler. Avant de poursuivre sur un exemple de session de classe, je voudrais juste vous rappeler, parce qu'on oublie parfois, que même en ligne, on ne peut pas oublier d'utiliser nos flashcards. C'est pas un outil optionnel, surtout quand on travaille avec les enfants. Moi, je dirais qu'en général, mais surtout avec les enfants, on va répéter les mêmes schémas, les mêmes structures de cours, hein, dans nos cours, on va le voir. Mais pour exposer facilement à la langue, pour permettre la compréhension, la mémorisation, pour faire plein de jeux, j'ai une liste impressionnante de jeux avec les flashcards. On peut faire avec vos flashcards, en utilisant Learning Apps, en utilisant Educandy, en utilisant Genially, en utilisant Canva, tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire des jeux de Kim, recréer. Vous allez pouvoir faire des jeux du plus rapide, des memories, des tourne-cartes, des sudoku, des bingo, tout ce que vous voudrez. Sachez que tous ces jeux sont disponibles, vous avez bien expliqué dans le guide pédagogique de Zigzag. Donc, si vous avez, enfin, je suppose que vous avez tous le guide pédagogique, hein, et tous ces jeux sont bien expliqués et ça marche. Et tout ça, c'est adaptable en ligne. Vous pouvez totalement le faire sur Zoom avec un Learning Apps ou même avec votre PowerPoint normal, un peu. Vous collez les flashcards, vous perdez vous perdez pas du tout de temps parce que vous n'avez pas à les créer dans la mesure où elles existent déjà dans vos ressources pédagogiques. Vous les avez dans l'espace digital. Donc, c'est très bien en soutien de vos activités de classe et vous pouvez vraiment le faire. Comme je vous le disais, tant sur Learning Apps que Educandy, vous allez trouver des choses rigolotes. Et je voulais vous montrer juste le visuel d'Educandy pour voir. Vous voyez que le visuel est sympa sur Educandy. Je trouve que le visuel est très bien. Ce qu'ils ont fait, c'était pas mal du tout. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Bien. Quand on est en ligne également, excusez-moi. Pardon. Quand on est en ligne également, on va pouvoir continuer notre activité habituelle de cours. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser notre partage d'écran, notre programme de visioconférence pour faire des choses rigolotes. Alors, un exemple, c'est quelque chose que je fais souvent. Vous savez que dans Zigzag, on a d'abord un paysage sonore, hein, livre fermé, paysage sonore, qu'est-ce que vous avez entendu, etc. Et ensuite, on ouvre le livre et on découvre l'image. Bien. Imaginons maintenant que, vu qu'on n'ouvre plus le livre, qu'on est dans la visioconférence, imaginons qu'on découvre l'image comme ça en ligne petit à petit. On peut tout à fait faire un jeu avec les étudiants. Qu'est-ce que tu vois? Et alors, petit à petit, qu'est-ce que vous voyez? Je ne vais pas vous faire le jeu là parce que je pense que vous connaissez tous Zigzag et donc vous connaissez peut-être cette image. Mais l'idée, c'est qu'on a ce jeu, qu'est-ce que tu vois? Et alors, petit à petit, on va découvrir l'image. Mais alors, c'est quoi? C'est une chambre, mais c'est la chambre de qui? Etc. Et c'est quoi les couleurs que vous voyez? Mais à votre avis, alors, toutes ces couleurs-là, qui est-ce qui a toutes ces couleurs-là, etc., etc. Bien entendu, on va aller petit à petit découvrir que c'est un clown qui se prépare pour son spectacle au cirque. D'accord? Tous ces jeux-là, c'est hyper simple à mettre en place et c'est très facile en visioconférence et ça marche très bien avec les enfants. Je vous dis que ça marche très bien avec les enfants, mais si vous changez cette image et que vous mettez une image avec une maison de la terreur juste avant Halloween, ça marche très bien pour les ados. Et si vous mettez un message dans une bouteille et des choses, enfin, si vous mettez une photo un peu complexe, ça marchera très bien aussi pour les adultes. Il suffit de s'adapter et d'être un peu créatif là-dessus. Mais des idées comme ça, ça prend absolument pas de temps et vous avez 10 minutes de cours, de dialogue entre les étudiants que vous avez juste à guider et c'est eux qui vont parler petit à petit. D'accord? Bien, vous le savez, il y a énormément de jeux et pendant le confinement, on a utilisé beaucoup de jeux. Je vous ai mis les QR codes de Quiz Yourself, Quizzes, Kahoot et Plickers qui sont sans doute les plus connus. Il y a des petites différences entre eux, mais en soi, ça revient un peu au même. Hein. Sur Quizzes, il y a une gestion du temps différente. Sur Plickers, c'est vraiment plus une gestion même de l'apprentissage un peu plus complet. Mais c'est pas gratuit. Hein. Il y a vraiment, enfin, celui-ci, je crois qu'il faut le payer si je me souviens bien. Pendant le confinement, il l'avait ouvert, mais maintenant plus. Quiz Yourself, c'est un petit peu comme Kahoot.
Bref, vous connaissez, moi j'utilise beaucoup Kahoot avec mes adolescents, mais aussi avec les enfants. Hein. Je l'ai fait, j'ai passé des jeux de zigzag sur Kahoot. Bien, et bien entendu, pour aller plus loin, on peut tout à fait sur Genially faire des jeux plus complexes. Hein. On peut faire des jeux d'évasion. Hein, le jeu d'évasion dans la nature, par exemple, Tom l'écureuil courageux, etc., où on peut commencer à avoir des aventures. Pour réussir à sortir de cet endroit-là, il va falloir se souvenir de toutes les couleurs qu'on avait apprises, etc., etc. Mais dans la nature, c'est quoi les couleurs que tu connais dans cette image ou dans la nature? Et petit à petit, dans notre jeu d'évasion, on va avoir un vrai projet à travailler en classe. Ça peut être des choses très, très sympas à travailler ensemble. Il y a des qui est qui ou qui est-ce, je ne me souviens plus comment on appelait ça quand on était enfant, qui sont très, très bien sur Genially. D'ailleurs, je l'utilise, je vais vous montrer tout à l'heure. Bien. Est-ce que ça va pour le moment? Vous suivez, il n'y a pas de problème? N'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, à la fin de la séance, je vous montrerai, enfin, j'ai gardé un temps pour justement poser vos questions. Bien, je vais vous montrer un petit peu, pour exemple, comment je fais une séance, moi, avec les enfants en visioconférence, comment ça se structure, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Bon, déjà, moi, quand je donne cours avec les enfants, j'ai tendance à préparer toujours une sorte de PowerPoint ou quelque chose de support pour pouvoir travailler dessus avec les interactions que j'ai déjà prévues. Vous allez me dire que ce n'est pas très socio-constructif parce que normalement, il faudrait négocier ensemble les contenus, etc. J'essaie d'avoir juste une trame et de travailler ensemble, d'accord? Mais c'est vrai que régulièrement, on sort du thème pour parler de la tante de tel élève qui il lui est arrivé ça et j'en profite pour parler de ceci ou de cela. Parce que les petits sont comme ça, il faut sauter sur l'occasion pour les rattacher à ce qu'ils connaissent. Hein. Et quand ils veulent raconter des histoires, bah, tant mieux. Mais bon, déjà la première chose que je fais en particulier avec les enfants, mais je le fais aussi avec les pré-ados, et avec les ados c'est tout à fait possible aussi, c'est de préserver nos routines, d'essayer d'adapter toutes nos routines. Concrètement ici, vous voyez, essayez pendant que j'explique, essayez de mettre dans le chat quelles sont toutes vos routines de classe. Mettez avant si c'est des enfants, si c'est des ados, si c'est des adultes. Mais on a tous des routines. Quel jour on est aujourd'hui? Ça, c'est une routine, je crois qu'on a tous. Et qu'on travaille très, très tôt avec les enfants. C'est quelque chose qu'on fait presque depuis le début. Bien. Si je suis sur Zoom, là, ici, vous avez une session de Zoom où j'ai mis mon PowerPoint et où je peux avoir justement les jours de la semaine, les mois de l'année. Je crois que les images, là, je suis désolée, je crois que les images sont du nouveau jus d'orange. Elles ne sont pas de zigzag, celles-ci, mais on pourrait tout à fait le faire avec zigzag, mais c'est des images que j'ai prises dans le nouveau jus d'orange. Et donc, je peux tout à fait dire, alors quel jour on est cette semaine? Maria, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux entourer le jour selon leur âge, selon s'ils sont scripteurs ou pas? On va peut-être leur demander de reconnaître seulement le jour. S'ils sont un petit peu plus grands, on va leur demander de l'écrire. Et un étudiant peut mettre le jour, un autre peut mettre le mois, etc., etc. Je ne vous vois pas trop participer dans le chat. C'est quoi vos routines? Écrire la date, quoi de neuf? Ouais, quoi de neuf? Ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que quelqu'un a mal à la tête aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a mal à la gorge aujourd'hui? Moi, je fais. Tu n'as pas mal à la gorge, Julia? Moi, j'ai un peu mal à la gorge. Hein. Je fais toujours ça avec mes enfants, hein, avec les petits. Tu as mal au ventre? Quelqu'un a mal au ventre aujourd'hui? Quelqu'un a mal à la tête? Quelqu'un a mal à la gorge? Ça marche toujours très, très bien. Et en fin de compte, il a Julia, routine pour la date pour le moment, ouais. Et tu veux un mot du jour? Ah, c'est pas mal comme idée. C'est pas mal. C'est chouette comme idée. Ouais, le mot du jour, c'est une bonne idée. Et si c'est avec des enfants, on peut chanter une petite comptine. Oui, dans nos routines régulièrement avec les enfants, c'est qu'on va chanter la chanson ou la comptine qu'on a vue au préalable. D'accord? Moi, il n'y a pas une session enfant où on ne chante pas, où on ne fasse pas un petit jeu comme ça mélodique ou rythmique au moins, hein, je vous le disais. Et on peut tout à fait reprendre en début de classe le refrain, par exemple, de votre chanson.
Ça marche très, très bien. La météo, la date, parler de leur semaine. Oui, tout à fait. Ouais. Ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Selon l'âge, selon les niveaux, on peut faire des choses très intéressantes. La météo, c'est beaucoup. On travaille beaucoup aussi la météo dans nos classes. Hein, la météo, l'état de santé, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Vous êtes content? Hein? Et on accompagne de gestes. Hein. Vous êtes content? Ça va? Ou c'est difficile en ce moment? Vous n'êtes pas très content? Vous avez pleuré, etc. Avec les enfants, je sais qu'Esther le sait bien, mais pour ceux qui ne sont pas habitués à donner des cours aux enfants, il ne faut pas du tout avoir peur du ridicule. En l'occurrence, je connais tous les bruits de tous les animaux possibles et inimaginables. Je sais tous les faire. Je vous jure, à un point assez surprenant. Je sais très, très bien mimer plein de trucs ridicules. Il ne faut pas avoir peur avec les enfants. Et je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur avec qui que ce soit dans nos classes. Mais c'est vrai qu'on peut justement, pendant la visioconférence, dans la mesure où on n'a pas ce... Vous vous souvenez, je vous disais que la spécificité, c'était de prendre en compte les enfants de la tête aux pieds. Ce n'est pas de moi, ça c'est d'Hélène Ventier. Hein. Eh bien c'est ça en fait. Vu qu'on ne peut pas tout faire dans la visioconférence, il va peut-être falloir en rajouter sur la gestuelle, en gros, du buste et du visage. Donc, est-ce que ça va aujourd'hui? Vous êtes content? Vous n'êtes pas content? Vous avez pleuré? Vous êtes très, très triste? Il faut vraiment en rajouter sur la gestuelle pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on puisse reprendre ses routines. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je vous éviterai je vais être gentille, je ne vais pas vous faire les bruits des animaux que je fais en phonétique. Je les connais tous. Hein. Bien. Exemple pratique, donc, avec Zigzag 1, par exemple, vous avez, avant de commencer la classe, je danse la chanson de Youpi, c'est parti. Pas mal, pas mal. Tu vois, Esther, vous voyez, hein, Esther non plus, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Les chorés, alors moi, je danse vraiment très, très mal, mais très, très, très mal. C'est difficile de danser aussi mal que moi. Est-ce que vous voyez un canard? Maintenant, imaginez que ce canard est boiteux et qu'il est aussi un petit peu aveugle. Eh bien, il danse mieux que moi. Et pourtant, en effet, il faut danser, il faut chanter, il faut faire des mimiques, etc. Avec les enfants, il ne faut pas avoir peur de faire toutes ces choses-là. Alors là, je vous montre un exemple pratique de ce qu'on peut faire avec Zigzag 1 dans ma visioconférence. Toujours dans la visioconférence, il faut penser qu'on a une partie asynchrone et une partie synchrone. Hein, une partie en dehors de la visioconférence, ce dont nous parlait Julia tout à l'heure, et une partie vraiment pendant notre session de classe. Pendant notre session de classe, c'est très court hein, normalement avec les enfants. Et en dehors, il va falloir prévoir des choses. Donc moi, avec les enfants, ce que je prévois en dehors, c'est toujours des choses hyper simples, hyper rapides. Je ne suis pas très fan des devoirs pour les enfants. Donc, si je donne des devoirs, ça doit être des choses pas très exigeantes, qui ne leur demandent pas un truc de fou à faire. Par exemple, ici, vous voyez, je leur demande de regarder une capsule vidéo sur les animaux. Alors, cette capsule vidéo sur les animaux, c'est que Laura ne l'a pas dit, mais je suis la coordinatrice de la mention de FLE, donc des futurs profs de FLE de l'université de Salamanca en Espagne. Et donc, je demande à mes étudiants tous les ans, je leur fais un défi de capsule vidéo de classe inversée. D'accord? Et je leur dis que la capsule vidéo, c'est possible pour tous les âges tant qu'on sait s'adapter. Et en l'occurrence, là, c'est Alba qui a fait cette capsule vidéo et elle m'a donné l'autorisation de l'utiliser dans cette présentation parce qu'elle était très chouette, sa capsule. Je vous ai montré quelques captures d'écran où elle a utilisé des filtres de TikTok. C'était TikTok ou Instagram celui-ci? Non, c'était TikTok celui-ci. Elle avait utilisé des filtres de TikTok où elle présentait les animaux, mais de façon rigolote pour justement les enfants. Donc, elle leur en disait mais qu'est-ce que j'ai sur la tête? Qu'est-ce que j'ai sur la tête qui est venu? C'est un oiseau, etc. Donc, on travaille le lexique, comme on le travaillerait parfaitement dans d'autres contextes, mais ils sont indépendants et ça veut dire que quand je vais commencer mon cours, je vais juste avoir besoin de réactiver des choses qu'ils ont vues dans cette petite capsule vidéo de 3 minutes. D'accord? Et ça, on le fait beaucoup, nous, à Salamanque, hein, là-dessus. Donc là, vous avez l'oiseau, la vache, etc. Ça passe très bien. Et donc, la seule chose que je leur demande en amont, c'est la capsule vidéo
Éventuellement un jeu de réactivation de connaissances, soit au début de la séance, soit au milieu, par exemple. Julia, tu nous parlais, vous avez eu 1 semaine et demie sans cours. On peut très bien se dire, voilà, on se fait un jeu de réactivation de connaissances tel jour à telle heure, où vous le faites, etc. Ça, vous pouvez gérer comme vous voulez, mais c'est bien qu'ils aient un petit jeu comme ça, quelque chose de très succinct. Et surtout, vous allez devoir accueillir les participants au début de votre classe de visioconférence et vérifier que tous les équipements fonctionnent, etc. C'est pour ça que c'est un petit peu avant la session, parce que imaginons que votre session, c'est 45 minutes. Il faut vous connecter avant, être avec les parents si c'est des petits, pour vérifier que tout fonctionne pour quand ils vont commencer. D'accord. Bien. Ensuite, on va avoir... Pourquoi j'ai un petit point là? Je pense que je ne vais pas pouvoir vous faire écouter, mais ce n'est pas grave. Et quand je commence la classe, après les routines, etc., j'aime bien commencer par une phase de découverte sonore, un petit peu ce que nous montre Hélène Ventier dans Zigzag. Ici, c'était censé pouvoir vous le faire écouter, mais je pense que j'ai eu un problème avec mon PowerPoint, mais bon, c'est pas grave. Quand on écoute la phase de découverte sonore, vous allez entendre un chien, un canard, un âne, une vache, des bruits de la ferme, etc. Donc, découverte sonore. Et on discute avec les enfants. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? C'est quoi ça? Etc., etc. Et en l'occurrence, on a de la chance parce que grâce à la capsule de classe inversée qu'on a eue avant la classe, eh bien, ils savent déjà qu'un canard, c'est un canard, qu'une vache, c'est une vache et qu'un chien, c'est un chien. Ils le prononcent peut-être pas parfaitement, il va falloir le récupérer, mais c'est pas totalement nouveau pour eux. Donc, on peut vraiment travailler à ça. Vous pouvez ensuite ouvrir le livre digital sur la page du paysage sonore, c'est celui de la ferme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le Zigzag 1, et faire ce petit jeu que je vous ai fait avec le cirque et le clown. Tout à fait. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler, disons, guider les apprenants vers une production extrêmement guidée. Au début, vraiment très, très guidée. Donc, on va faire, par exemple, des jeux avec des flashcards. Combien de temps ça m'a pris pour faire un jeu avec des flashcards? En gros, 2 minutes et demie. Parce qu'on le sait, c'est beaucoup de travail pour nous, les préparations de cours. En gros, en 2 minutes et demie sur Learning Apps, en utilisant les flashcards qui sont à mon service, dans l'espace digital de Zigzag, qui sont à mon service. Si vous avez maintenant les bibliomanuels qui sont à mon service dans mes ressources du professeur, vous avez tout. Et donc, j'utilise les flashcards de la leçon. Je fais un memory, par exemple. Et je peux travailler le memory sur Zoom, où on va travailler avec les enfants, le jeu de memory, etc. Je peux aussi faire les jeux de mimes, les jeux de mimes que vous voyez ici à l'écran, où qui est-ce qui fait i-an, etc. Ou qui est-ce qui fait quoi, ou qui est-ce qui fait me, etc. Ce qui est intéressant avec ces sons de mimes, c'est qu'on va travailler la phonétique. Et on va aussi travailler une question interculturelle. D'ailleurs, dans cette leçon de Zigzag, dans cette unité de Zigzag, il y a un exercice, je ne sais pas si vous voyez de quelle unité je parle, c'est celui qui s'appelle « À la ferme ». Et il y a un exercice sur cocorico, kikirikiki, cocodoodledoo, etc. L'idée, justement, de la réflexion avec les enfants. Mais alors, à votre avis, pourquoi on ne dit pas de la même façon cocorico, kikiriki? C'est parce que les animaux, ils ont une langue aussi, etc. Et réfléchir, c'est hyper marrant. Je l'ai fait très récemment avec ma nièce et ça on peut avoir des surprises assez rigolotes. Parce qu'avec mes élèves, normalement, ça s'est toujours bien passé, mais c'est vrai que mes élèves ont à partir de 5 ans. Je ne donne pas cours à des tout petits. Mais ma nièce qui, quand je l'ai fait, avait 4 ans, elle m'a soutenue, bec et ongles, mais bien sûr que les animaux ont leur langue aussi et qu'ils ont des langues différentes, c'est logique, etc. J'étais un peu désespérée parce que c'était pas là où je voulais en venir, mais on a beaucoup rigolé et elle a appris plein de choses, peu importe. Il faut aussi aller là où ils veulent aller. Et normalement, je finis toujours ma session en chanson, un petit peu comme ce que disait, c'était Diana qui travaillait aussi avec des comptines, etc. Kenny a travaillé avec la date, parlait de la semaine, oui. Ouais. Donc, on continue toujours. Moi, j'aime bien terminer et commencer en chanson. Et si la chanson peut avoir des gestes ou des chorés, ça peut être sympa. Il faut que vous retravailliez vos chorés pour que ça rentre dans l'écran. Mais pourquoi pas?
pourquoi pas, ça peut être très très sympa. Là, vous aviez la rumba des animaux où on allait faire tous les bruits des animaux, c'est très très rigolo et ça plaît beaucoup aux enfants. Est-ce que vous la connaissez cette unité de zigzag à la ferme? Vous l'avez travaillée, ceux qui travaillent avec les enfants? Normalement, c'est un bon succès. C'est un succès assez assuré. Bien. Voilà, vous avez... Ah, attendez. Oui, ouais, ça ne m'étonne pas. Vous pouvez travailler... Je voulais juste vous montrer cette double page pour voir, pour que vous puissiez voir que c'est quand même très varié, qu'on peut faire des choses très différentes et en prenant en compte ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les intelligences, les habiletés, les talents multiples, les appétences multiples. J'aime bien dire appétences aussi. Où vous allez pouvoir travailler le combien, travailler la logico-mathématique, travailler le visuel sur les différences. Et toujours, il y a la boîte à sons de Pic-Pic le hérisson pour travailler la phonétique. Normalement, c'est plutôt sur la discrimination. On commence à voir les différences entre les différents sons, toujours associés à des images. Et toujours, Amstramgram, piqué, collégramme, toujours une petite comptine à la fin pour travailler ça. Après la session, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça dépend un petit peu de votre façon de travailler, ça dépend aussi de votre politique à l'Alliance française, si vous avez une politique commune de ce point de vue-là, selon les âges, etc. Ça dépend de vos relations avec les parents, de ce que veulent les parents, bien entendu. Vous pouvez éventuellement proposer 1 ou 2 activités interactives courtes. Les activités interactives, vous en avez sur l'espace digital de Zigzag. Vous les avez aussi, bien entendu, en plus grande quantité, bien entendu, dans le bibliomanuel de Zigzag, où vous avez des activités interactives, dans le cahier d'activités. Vous pouvez aussi proposer, moi j'aime bien leur proposer justement des jeux qui ne supposent pas l'utilisation de l'écran, parce qu'en ce moment, ils sont tout le temps sur leurs écrans, les pauvres, et on peut aussi tout à fait leur faire travailler des jeux sur papier. Dans l'espace digital de Zigzag, dans l'espace digital de Clé Internationale, je sais qu'on vous a mis le lien avant dans le chat, je l'ai vu passer. Vous avez pas mal de ressources de ce type-là, par exemple. De masques, là c'est un masque de vache, où il y a les différents animaux, d'accord? Et il va falloir les découper, les colorier, choisir, au cas où, Rui vient de vous le remettre, je vois. Les découper, les colorier, choisir l'animal qu'on veut. Et on peut tout à fait se dire, alors, la semaine prochaine, tout le monde arrive avec le masque qu'il aura choisi, on va devoir deviner qui est qui avec les bruits des animaux, etc. Et ça va les motiver, ils vont trouver ça rigolo. Et c'est quelque chose qui les sort un peu de leur écran, qui leur permet de manipuler. On avait dit que la manipulation était essentielle. Donc, ça peut être pas mal. Et c'est des devoirs, certes, mais des devoirs plutôt sympas. Ça plaît. D'accord? Vous pouvez aussi proposer d'écouter un conte, d'écouter une histoire en français le soir, des petites choses comme ça, de lecture s'ils sont un peu plus grands. Je vais vous en parler après avec la session ado. Mais aussi des contes, des histoires en français. Vous avez pas mal de choses quand même de disponibles. Encore une fois, sur l'espace digital, vous avez les audios de nos lectures en français facile sur le site de Clé Internationale. Vous avez pas mal de choses à travailler. Mais mon conseil, mais après c'est mon point de vue, je respecte les autres, c'est de surtout pas surcharger les enfants de travail à la maison. Parce que c'est démontré, ça n'améliore pas leurs compétences. Ça n'améliore même pas leurs connaissances. 2, parce que pendant qu'ils vont faire ce travail-là, ils n'auront pas le temps de jouer, de s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, on est créatif, on crée des choses différentes. Donc, on peut vraiment perdre des possibilités pour l'enfant. Et 3, parce que si on est surcharge de travail, il est possible que justement, ils perdent cette motivation. S'ils s'amusent bien en classe, etc., ils peuvent être contents de rentrer en français. S'ils se disent « Ah mince, il faut que je fasse tous ces exercices-là avant la classe de français », il est fort probable qu'ils soient moins motivés à aller en classe de français. Donc, personnellement, j'irai un petit peu, je modérerai les devoirs, je dois avouer, surtout avec les plus jeunes. Bien. Et je sais que vous avez posé des questions sur le « J'apprends à lire et à écrire » de Zigzag. Alors, « J'apprends à lire et à écrire », vous avez sur l'espace digital les audios du « J'apprends à lire et à écrire ». Hélène Ventier est spécialiste dans le passage de l'oral à l'écrit.
Elle a vraiment beaucoup travaillé sur ça. Elle fait des choses absolument impressionnantes là-dessus. Et en fait, ce qu'elle a prévu, c'est que j'apprends à lire et à écrire. C'est vraiment une sorte de cahier d'activité complémentaire pour les élèves qui commenceraient le français sans être lecteurs et scripteurs. C'est-à-dire qu'ils commenceraient le français avant d'avoir appris à écrire dans leur propre langue. S'ils sont en cours d'apprentissage dans leur propre langue, vous pouvez y aller directement avec le cahier d'activité habituel. Le j'apprends à lire et à écrire, c'est vraiment quelque chose de parallèle pour favoriser cet apprentissage, cette prise de conscience. D'ailleurs, c'était à la base un livre pour la scolarisation en langue seconde. Je vois un petit loup là. C'est le fils de Julia. Je vois la caméra qui bouge. Bien, donc en langue de scolarisation, ça avait été créé pour ça, hein, pour les langues secondes, pour des contextes comme le Maroc ou des choses comme ça. Ça n'empêche pas du tout de le travailler, vous, de vous en servir, vous, dans votre contexte. Moi, je peux m'en servir, par exemple, avec mes étudiants en Espagne, avec les petits en Espagne, et ça marche très bien. Je vous donne un exemple ici de ce qui peut être travaillé dans J'apprends à lire et à écrire. Vous voyez, ici, on leur demande de découper les différents dessins, d'illustrer chaque mot, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours aussi très manipulatif et ce n'est pas le simple truc des autocollants ou des choses comme ça, moi, qui me convainc pas. Là, elle va vraiment faire travailler l'enfant dans la manipulation, encore une fois. Et ici, bon, c'est les mots que je connais. Donc, on se rend compte qu'il y a un jeu sur l'approche globale, plus que l'approche syllabique, mais il y a quand même des trucs d'approche syllabique, l'approche sur l'écrit script, l'écrit ordinateur, etc., celui du livre, etc., où on va petit à petit amener l'enfant, en fait, à travailler tout ce qui est reconnaissance graphique, reconnaissance phonique, etc. Sachez que dans l'espace digital de Zigzag, hein, celui dont vous avez le lien dans le chat, dans le message de Rui qui vient de poster, vous avez aussi des fichiers justement si vous avez des classes très hétérogènes, pour donner des activités très spécifiques à des élèves qui, par exemple, si vous avez des élèves qui ont une langue d'héritage, le français, hein, qui ont un papa ou une maman ou un grand-père ou une grand-mère ou une tante, un oncle, peu importe, qui leur apprend le français en parallèle, mais qui sont allés à l'Alliance française pour faire ça mieux que ça, etc. Il y a des choses spécifiques un petit peu pour les différents niveaux, hein, pour gérer l'hétérogénéité dans vos classes. Donc, ça peut être aussi assez intéressant de ce point de vue-là. Bien, je continue, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le J'apprends à lire et à écrire. Bien, on a vu un peu les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les ados? Alors déjà, la première chose que je voudrais signaler, c'est que tout ce que je vous ai dit sur les enfants, c'est absolument, presque intégralement adaptable aux ados. Presque intégralement. Sauf le côté mime des animaux, où alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez essayer toute votre vie et vous n'y arriverez pas. Ou je ne sais pas ce que vous faites, mais je veux savoir si vous y arrivez. Donnez-moi votre secret. Normalement, tout ce qui est mime, ridicule, etc., il faut une communauté de classe extrêmement positive pour qu'un adolescent accepte de faire ce genre de choses. Mais il y a plein de choses à faire avec les ados, il ne faut pas s'inquiéter. On peut faire plein de choses très intéressantes en dehors de ça. Bien. De la même façon, alors là, peut-être que Rui, ouais, enfin, je ne sais pas. Ouais, Rui, est-ce que tu peux présenter cette diapositive-là, s'il te plaît? C'est celle-ci? Ouais. Est-ce que, alors, je vais vous montrer une capsule vidéo de ce que je donne aux préadolescents. On n'entend pas? Apprendre à décrire une personne. Tu es d'accord? Attends, peut-être que je n'ai pas bien partagé. C'est bon là, c'était en retard. Ah, d'accord. Pour te donner des exemples, je dois te présenter mes amis. Il s'appelle Harry. Il est sorcier. Tu le connais? Il est brun. Il porte des lunettes. Il n'est pas gros. Il est mince. Il s'appelle Jack. C'est un pirate. Lui aussi, il est brun. Il porte un chapeau et une moustache. Il est mince.
c'est la professeure Trelawney. Elle n'est pas brune, elle est blonde. Elle porte des lunettes et elle a de grands yeux. Il s'appelle Sully. Il est bleu et il est grand et poilu. Il a les yeux noirs et il a des cornes. C'est Dobby. Il est petit et il a de grandes oreilles. Il a le nez pointu et il n'a pas de cheveux. Il est chauve. C'est Aurore. C'est une princesse. Elle est blonde et elle a les cheveux longs. Elle porte une couronne. Il s'appelle Hagrid. C'est le garde-chasse de la forêt de l'école de magie. Il est très grand et il est un peu gros. Il a les cheveux bruns et frisés. Il porte une grande barbe. Voici le génie. Il est tout bleu. Il porte une moustache et ses cheveux ont une tresse. Il a une boucle d'oreille. Elle s'appelle Ariel. C'est une sirène. Elle est rousse et elle a une queue de poisson verte. Et lui, c'est Ronald. C'est l'ami de Harry. Il est roux. Il n'est pas très grand. C'est un enfant, comme toi. Maintenant, écoute et répète. Hagrid est grand. Dobby est petit. Hagrid est grand. Dobby est petit. Professeur Trelawney est grande. Aurore est petite. Harry est brun. Ronald est roux. Harry est brun. Ronald est roux. Aurore est blonde. Ariel est rousse. Aurore est blonde. Ariel est rousse. Maintenant, tu sais te décrire ou décrire quelqu'un. Complète la fiche d'activité avant la classe pour être préparé pour le concours. Que se passe-t-il? Je ne suis plus blonde? Bien, je vais reprendre la main. Je voulais vous montrer, ça c'est un exemple de capsule que j'utilise dans mes cours. Et je voulais vous montrer ça parce que souvent on se dit que c'est hyper compliqué à faire, etc. Et en fait, pour vous donner une idée, cette capsule-là, moi je l'ai fait maintenant en, je sais pas, 20 minutes, c'est fait. Je peux les réutiliser, etc. J'utilise pour le faire. Enfin, si vous voulez, vous pourrez me poser la question si ça vous intéresse après, quel logiciel j'utilise, etc. Mais c'est vraiment plutôt simple à faire. Ce qui est intéressant et ce qui est important, je pense, c'est qu'on ne peut pas faire le même type de capsule de classe inversée avec des enfants
avec des ados et avec des adultes. Ici, par exemple, pour que les ados, ça les intéresse, ou les pré-ados, il va falloir que je mette des filtres. Alors, j'utilise Snapchat, Instagram ou TikTok pour mettre des filtres qui puissent les faire rire et qu'ils aient envie, en fait, de voir ce que je leur ai fait cette semaine-là, mais qu'est-ce qu'elle aura fait encore, etc. Hein, des fois, j'apparais avec une tête de dinosaure s'il le faut, enfin, bon, peu importe. Et ça marche plutôt bien. Et c'est, bon, bien entendu, très artisanal, mais ça me permet, encore une fois, de reprendre ici la description physique avant même de l'avoir travaillé, parce que je prends des personnages qu'ils connaissent, parce que finalement, on travaille des choses qu'ils ont déjà sans doute vues un petit peu, etc. Comme vous le voyez, dans la capsule, j'ai une partie d'introduction où je leur dis ce qu'on va faire, je leur explique clairement les objectifs, une partie où je leur présente les contenus linguistiques qui me feraient perdre du temps dans ma visioconférence, donc je préfère le faire en dehors de la visioconférence, une partie où je leur demande de manipuler un peu, de répéter au moins, et une dernière partie où je leur dis qu'il faut quand même qu'ils fassent soit les exercices qui s'entraînent ou quelque chose comme ça, parce qu'ils vont avoir un concours au début de la classe. Donc, je commence normalement la session de classe avec un jeu de réactivation, un concours. Le plus habituel, parce qu'ils connaissent bien, c'est Kahoot. Je ne sais pas, est-ce que vous utilisez tous Kahoot ou quel jeu de réactivation de connaissances vous utilisez normalement? N'hésitez pas à le mettre sur le chat, que je vois si tout le monde est familiarisé avec les jeux dont je parle, parce que peut-être que pas du tout et que je parle dans le vide. Donc n'hésitez pas à me dire. Bien, Kahoot, ouais, Quizzes, Kahoot, ouais. Kahoot, ouais. Ça marche bien, hein, Kahoot, c'est très simple à utiliser, ça marche très très bien. Bien, donc on est dans la description des personnages, je suis dans l'unité 5, la séance 2 de Merci 1, hein, merci que vous utilisez. Génial, ouais, cuisinière, ouais. Et donc, j'ai réactivé les connaissances sur ce qu'on a vu, etc. La première chose qu'on peut faire, et ça on peut tout à fait le faire en visioconférence, c'est la phase de découverte sonore, encore une fois, mais avec des personnages qui leur parlent. Ici, c'est avec dans Merci 1, vous vous souvenez peut-être, si vous le connaissez, vous avez les personnages de Titeuf. Titeuf, ça marche toujours très bien, ça plaît beaucoup aux ados. Où vous avez Dumbo, Titeuf, Nadia, Hugo, et on leur demande d'associer la description à l'image, etc. Donc, on peut tout à fait commencer comme ça après notre jeu de réactivation des connaissances. Ensuite, petit à petit, un petit peu comme Hélène Ventier le faisait, mais de façon bien entendu différente, hein, parce que c'est déjà des jeunes adolescents, on va passer sur la production orale guidée. Et ici, ils ont une image du petit Nicolas. Et même chose, on peut tout à fait faire cette activité sans aucun problème en visioconférence comme on l'aurait faite en classe. Vous pouvez ajouter des choses, vous pouvez bien sûr alors faire l'exercice tel qu'il est dans le manuel, mais Émile Ruiz, qui est un des auteurs de Merci, dit régulièrement, je l'entends dire régulièrement, il a bien raison, qu'on ne doit pas être esclave de notre manuel, c'est le manuel qui est notre esclave. Et qu'en fait, vous pouvez tout à fait prendre l'idée et le remettre à votre sauce. Si vous trouvez que le petit Nicolas, ça ne va pas plaire à vos étudiants, vous changez, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait faire le jeu du nom sur le front et de faire deviner, etc., les noms sur les fronts, etc. Moi, par exemple, j'ai ajouté une activité à cette session de classe pour la dynamiser en visioconférence. C'est un qui est, certes un qui est, mais un qui est sur Geniali. Donc, même chose, on est sur Zoom, mais j'utilise la présentation faite sur Geniali, où ils vont pouvoir trouver tel et tel personnage. Vous pouvez les faire travailler en équipe. Vous savez qu'en équipe, vous avez tout à fait... On ne me voit plus, j'ai plus la lumière. J'ai la lumière qui est partie. Fantastique. Attendez, je vous la remets. Normalement, ça devrait marcher, là. Voilà. C'est bon, vous me revoyez? Voilà. Excusez-moi. C'est les aléas, parce que c'est la nuit, ici. Et donc, j'ai besoin de lumière. Bien. Donc, vous pouvez tout à fait faire des choses comme ça en petits groupes. Si vous êtes sur Zoom, vous créez des équipes, hein, enfin, c'est assez facile de le faire sur Zoom. Et vous pouvez travailler par équipe, travailler en duo sur le qui est,
Ou, enfin, vous pouvez faire plein de choses différentes avec des jeux de façon individualisée et vous allez dynamiser et permettre encore une fois ces relations entre pairs dont je vous parlais. Hein. C'est vraiment important d'éviter que la relation soit toujours enseignant-élève, élève-enseignant, enseignant-élève, élève-enseignant. Donc là, vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Et même chose, pour favoriser cette relation entre pairs, vous avez une activité sur cette page, hein, sur cette séance 2, où on demandait de décrire la famille. Vous pouvez tout à fait décrire la famille en écriture collaborative, en transformant, au lieu de décrire sa propre famille, d'écrire la famille. Alors, si vous avez des fans d'Harry Potter comme moi, écrire la famille adoptive de Harry Potter. C'est qui le père, c'est qui la mère, c'est qui le frère, hein, qui sont finalement ici l'oncle, la tante et le cousin. Hein, vous pouvez leur demander de travailler en collaboratif sur des personnages qu'ils connaissent. Alors, ça peut être Harry Potter, ça peut être des personnages de Marvel, ça peut être tout ce que vous voulez, tant que ça les intéresse. Je vais me répéter, mais les adolescents, en fait, ils n'ont pas de problème de motivation, il faut juste rentrer dans les choses qui les motivent. Et ils ont tous des lubies. Ils ont tous des lubies. En ce moment, par exemple, moi, les 12-13 ans, elles sont complètement omnubilées par une chanteuse qui s'appelle Billie Eilish. Eh bien, décrivons Billie Eilish s'il le faut, mais en collaboratif, hein, en travaillant justement ça. Donc, vous pouvez faire un Google Doc, très simple. Vous l'utilisez soit avec Teams, soit avec Zoom, et ils travaillent ensemble. Et encore une fois, on favorise le travail entre pairs. Donc, on reste sur la collaboration. La session nous propose de terminer avec une chanson d'Amadou et Mariam. Pourquoi pas? En plus, on va travailler des chansons qui ne sont pas nécessairement françaises, hein, qui sont en français, mais d'autres zones de la francophonie, et ça ne fait pas de mal du tout. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment des choses assez sympas. Si on parle maintenant du après la session, maintenant que c'est des ados, des pré-ados ou des ados, vous pouvez peut-être éventuellement, hein, pourquoi pas travailler sur le cahier d'activité, hein, mais si vous travaillez sur le cahier d'activité, je vous conseille toujours de trouver une façon d'intégrer les activités proposées dans un travail privilégiant la télécollaboration. Donc, si vous privilégiez la télécollaboration, vous pouvez refaire des Google Docs, retravailler sur des Geniali, etc., en utilisant les activités qui sont déjà proposées. Donc, vous n'avez pas à créer quelque chose de nouveau, juste à l'adapter à votre contexte. Mais je vous conseille principalement, pour privilégier cette collaboration, de prendre le temps, justement en dehors de la visioconférence, si vous voulez des devoirs, pour travailler justement les projets. Une fois encore, pourquoi ne pas travailler ce projet sur du papier plutôt que sur de l'écran, hein, faire une vraie exposition de son arbre généalogique ou de l'arbre généalogique de Harry Potter. Si vous pensez que l'arbre généalogique, ce n'est pas assez original parce qu'ils l'ont déjà fait, juste changer les sujets. Hein, mais l'idée même, est bonne. C'est juste qu'il faut que vous vous adaptiez à votre contexte très concret, hein, et individualisé. Mais encore une fois, ne les surchargez pas de travail à la maison pour la même raison que je vous ai dit de ne pas le faire pour les enfants. Je ne pense pas que ce soit pertinent ni utile. Et